Du laboratoire génie industriel de l'école centrale et je dirige une petite équipe en recherche en management des connaissances et des systèmes d'information. Et dans le cadre de du management de cette équipe, on a été amené à traiter, donc avec plusieurs autres collègues, que sont Imed Bougzala de Télécom Sud Paris et Léonore Mounou de l'école centrale Paris. On a été amené à se poser la question de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut intégrer la nouvelle génération de salariés qui arrivent dans les entreprises, que l'on appelle plus généralement la génération millennials. Alors, pour vous préciser un petit peu le sens de ce qu'est la génération millennials, en fait, la génération millennials, ce sont des salariés qui sont nés entre les années 1980 et 2000. Donc ceux qu'on voit arriver, ce sont plutôt ceux qui sont nés entre les années 80 et 90 et qui ont développé un rapport qui n'a rien à voir avec celui qu'on a connu aux organisations. Plus précisément, comme l'a souligné M. Plane, on était dans un environnement dans lequel on avait des salariés qui jusqu'à présent étaient dans des modèles rationnels, c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'il y avait un rapport de force qui était établi entre l'employeur et l'employé, qu'il y avait une hiérarchie et que tout ça fonctionnait normalement, qu'il y avait un partage des tâches. Or, ces salariés n'ont absolument plus le même postulat. Donc ça nous conduit à un certain nombre de problèmes. Alors la première chose, c'est que ces salariés ont un nouveau rapport au savoir, c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement compris que dans l'économie de la connaissance, ce qui compte, c'est leur connaissance, et que donc les sociétés et les entreprises vont s'arracher leur savoir. Donc ils considèrent que le rapport de force est totalement inversé, et que désormais, c'est eux qui sont en position de force vis-à-vis des entreprises. Ça, c'est le premier postulat qui est posé. Donc, ce qui conduit également à remettre, du coup, en cause la hiérarchie dans une organisation. Et ceci est d'autant plus accentué que ces salariés ont évidemment un nouveau rapport aux technologies qui font qu'ils sont extrêmement agiles vis-à-vis des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils sont nés avec Internet, ils ont grandi avec le blog, avec les wikis, avec les réseaux sociaux, ils sont tous sur Facebook. Donc forcément, eux considèrent que le mode de travail standard, c'est l'auto-organisation et la collaboration. Donc ceci, évidemment, pose un certain nombre de problèmes pour une entreprise qui est fondée sur un partage des tâches, sur des processus, sur une hiérarchie qui a pour rôle d'organiser le partage des tâches. Donc l'entreprise est quand même en position délicate pour intégrer ses salariés. En même temps, ces nouveaux salariés sont une formidable opportunité pour ces entreprises parce que, comme ils sont passionnés, ils sont extrêmement enthousiastes et prêts à s'investir très fortement dans l'entreprise à partir du moment où elle sait lui parler. Donc la question, c'est quels dispositifs managériaux on est susceptible de proposer aujourd'hui à ces générations pour les intégrer dans l'entreprise et pour qu'ils s'impliquent dans le projet collectif de l'entreprise. Alors, après réflexion, en fait, on suggère deux voies aujourd'hui. Donc la première chose, c'est de redonner du sens au travail collectif, c'est-à-dire en réimpliquer le salarié dans l'entreprise, en partant du postulat en acceptant l'idée qu'il s'est faite, de savoir que le rapport de force a été inversé, et donc en considérant qu'il faut désormais rentrer dans un rapport de séduction aux salariés. Donc il y a déjà actuellement des dispositifs de séduction qui existent pour investir les salariés dans l'entreprise, mais là il s'agit en fait d'accentuer ces dispositifs existants et de les articuler avec un système qui permette quand même de cadrer l'implication du salarié pour éviter que l'entreprise ne devienne finalement juste une entité qui mette à disposition des moyens pour les salariés pour satisfaire leurs propres objectifs. Donc il faut arriver en fait à la fois à séduire le salarié tout en encadrant la pratique de séduction, ce qui est assez subtil. Et le deuxième dispositif qu'il convient de mettre en place, c'est effectivement de prendre en compte que ce salarié considère comme standard l'auto-organisation et la collaboration, mais là aussi, donc de retravailler sur les processus de travail collectif en partant de là, mais aussi d'impliquer des systèmes qui permettent de contrôler quand même un minimum cette auto-organisation et cette collaboration. Alors, dans un premier temps, donc concernant justement le rapport de séduction, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'un salarié de cette nouvelle génération va très fortement s'investir dans l'entreprise si d'une part, elle sait parler à son imaginaire et à son affectif, et si d'autre part, elle sait lui proposer un nouvel équilibre entre vie privée et vie publique. Donc concrètement, si vous prenez par exemple aujourd'hui la société qui est la mieux placée sur le marché du recrutement des jeunes, à savoir Google, qui est aujourd'hui classé comme numéro 1 de The Great Place to Work, vous voyez que Google a parfaitement compris cette logique-là. C'est-à-dire que chez Google, vous avez des salariés qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont tous habillés comme des étudiants, et qui, en fait, disposent d'espace de travail absolument aménagé pour leur spécificité de salariés hypermédial. C'est-à-dire que vous avez des gens, vous avez des espaces de travail, vous avez des espaces de repos, vous avez des espaces de jeu,
Et vous avez, pour chaque salarié, 20% de son temps qui est libéré pour qu'il fasse des projets qui lui plaisent et qui en fait correspondent à ses aspirations personnelles. Ceci est conforté par une mythologie qui a été construite chez Google et une espèce d'idéologie de l'entrepreneuriat qui repose sur l'histoire de Google elle-même. Google a été fondé par 2 étudiants et ces 2 étudiants répandent le mythe que l'entrepreneuriat peut se faire dans la joie et dans le jeu. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une espèce d'imaginaire qui se crée pour le salarié auquel il adhère très fortement. Mais en même temps, Google, ayant parfaitement compris le risque de rentrer dans un système qui séduirait trop le salarié, encadre très subtilement l'implication du salarié. Donc, vous avez un dispositif managérial qui repose en fait sur tout recrutement et toute promotion d'un salarié se fait uniquement par reconnaissance des pairs. C'est-à-dire qu'en fait, le salarié va avoir son activité contrôlée tout au long au quotidien par ses collègues. Et ses collègues vont en fait juger de son implication. Donc vous avez à la fois une séduction, on lui laisse du temps, on laisse la possibilité de s'organiser, etc. Et en même temps un contrôle qui est fait par un système de reconnaissance par les pairs. Alors, pour ce qui est en fait, du deuxième type de dispositif dont on parlait, c'est-à-dire en fait, considérer que l'auto-organisation et la collaboration sont devenus les modes de travail standards, effectivement, là aussi, l'équilibre est assez subtil, parce que c'est intéressant de laisser beaucoup plus d'auto-organisation aux salariés, de leur laisser s'organiser sur des modes collaboratifs. C'est effectivement très intéressant, parce que ça accélère les processus organisationnels, ça conduit quand même à un certain nombre de productivités. Le problème, c'est quand on commence à déployer des outils collaboratifs dans l'entreprise, les salariés ont tendance à se les approprier et à faire un peu ce qu'ils veulent avec. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on maîtrise ça? Comment est-ce qu'on bénéficie de cette productivité libérée par l'auto-organisation? Mais comment est-ce qu'on encadre la pratique? Donc nous, ce qu'on suggère au vu des travaux qu'on a menés récemment, c'est d'introduire, de laisser effectivement mettre en place des systèmes auto-organisés, mais d'introduire et de les contrôler par l'ingénierie de la collaboration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des méthodes, des outils, des process qui permettent d'optimiser la collaboration et d'encadrer cette collaboration pour éviter qu'elle n'échappe au contrôle de l'entreprise. Et c'est typiquement ce qu'a très bien compris Walmart depuis 5-6 ans. Ils ont mis en place une structure dans laquelle chaque salarié est un collaborateur à part entière, dans laquelle chaque salarié est libre de mener ses propres initiatives, mais chaque salarié voit sa pratique collaborative encadrée. Chaque système d'information collaboratif mis en place chez Walmart correspond très précisément à une tâche, un rôle, un processus. Et au-delà de ça, la collaboration est extrêmement encadrée par une idéologie très forte qui structure en fait la manière de travailler ensemble et la manière de collaborer. Donc le salarié a le sentiment d'être autonome et de pouvoir piloter lui-même son activité, et l'entreprise bénéficie de cette autonomie, mais en même temps tout ceci est extrêmement encadré par une ingénierie et par une idéologie. Donc ce type de système vraisemblablement devrait se généraliser dans les années à venir, dans la mesure où le salarié hypermoderne est difficile à gérer autrement. Alors, pour conclure sur ces questions-là, quand on a abordé ce sujet-là, en fait, on s'est rapidement rendu compte que les systèmes qu'on pouvait proposer seraient certainement déployés sur du moyen terme. Mais à très court terme, l'arrivée de cette génération va poser des problèmes concrets, notamment dans le management d'équipe. Parce qu'au sein de petites équipes opérationnelles, vous allez avoir des chefs d'équipe qui ont été formés dans le modèle rationnel et qui vont voir arriver des comportements extrêmement passionnés de la part de leurs salariés qui ne vont pas comprendre. Vous pouvez avoir des salariés qui, du jour au lendemain, décident de démissionner sans justification. Et ceci, c'est pas la peine de leur parler de la peur du chômage, ça ne leur parle pas. Ils réagissent dans un mode affectif, donc ils décident de quitter l'organisation du jour au lendemain. Il va falloir gérer ça. Il va falloir former les managers et les chefs d'équipe à ce problème-là qui va arriver très très rapidement. Et le deuxième problème en fait qu'on va avoir, c'est que très rapidement, on va se retrouver face à un conflit de génération dans les organisations. Alors on en a toujours parlé du conflit de génération, mais là il est quand même un peu particulier, puisque vous allez avoir des gens qui ont été formés, qui vont avoir évolué dans un mode rationnel, qui vont être confrontés à des gens qui vont arriver et être formés dans un mode passionné. Évidemment, les réactions ne vont pas du tout être les mêmes. Au-delà de ça, vous allez proposer des dispositifs managériaux pour intégrer les salariés hypermodernes, qui vont parfois heurter les salariés rationnels. Concrètement, quand vous proposez du télétravail, par exemple, à des salariés aujourd'hui, ça correspond parfaitement aux aspirations des nouvelles générations, qui conçoivent effectivement que le travail peut être fait à distance et que ça ne pose pas de problème.
Et pour une génération antérieure, cela peut être perçu comme une immersion dans la vie privée, et donc comme une atteinte à leur temps privé. Donc vous pouvez avoir des conflits de ce type-là qui peuvent émerger. Donc en gros, on a encore beaucoup de travail à faire sur le sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis vous avez les coordonnées.